pour l'expression des positions politiques plurielles. Dans ce journal, nous reviendrons sur la déclaration peu diplomatique du Premier ministre Ousmane Sonko à l'endroit d'Israël et de son Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'était la semaine dernière lors d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Quelles répercussions possibles sur la coopération entre Dakar et Tel Aviv? Dossier complet à suivre. Accusation de réception d'un cadeau indu en tonnes de ciment. Le ministre du Travail apporte un démenti formel et annonce une plainte contre l'auteur de la vidéo qui est devenue virale. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous verrons les conséquences du rejet du projet de loi qui visait la dissolution du HCCT, du Conseil économique et social et environnemental, avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est actuellement à Beijing où il va prendre part au forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Mais le chef de l'État n'attendra pas son retour à Dakar pour réagir au rejet du projet de loi constitutionnelle dont il était l'initiateur et qui visait la modification de la Constitution en vue de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Au lendemain du camouflet, c'est à travers le porte-parole de la présidence de la République que Bassirou Diomaye Faye a pris acte de la décision. Boubacar Dian. Le président de la République dit prendre acte de la décision des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Hier, en séance plénière, Abdou Mbow et camarades ont rejeté comme en commission le projet de loi portant révision de la Constitution. Dans son communiqué, la présidence de la République soutient que la suppression du HCCT, du Conseil économique, social et environnemental et de la Commission nationale du dialogue des territoires était déjà effective avant d'être soumise à l'Assemblée nationale à travers le projet de loi numéro 11/2024 portant révision de la Constitution. Le président de la République s'est par ailleurs engagé à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles qui sont essentielles selon lui au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs. Toujours est-il que le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Ayib Daffé, avait demandé à Bassirou Diomaye Diakhar Faye de limoger Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo qui sont à la tête du HCCT et du CSE. Avant lui, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Ousmane Diagne avait annoncé que le gouvernement allait en tirer toutes les conséquences de la décision des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui ont rejeté le projet de loi portant révision de la Constitution. Boubacar Dian, toujours à ce sujet, nous reparlons de la motion de censure agitée par le groupe Benno Bokk Yakaar pour faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Abdou Mbow, le patron de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, promet de déposer le texte aujourd'hui même. Pour l'instant, nous sommes sans nouvelles du président du groupe parlementaire malgré nos efforts pour entrer en contact avec lui ce midi. En revanche, la tête de liste de Yewwi Askan Wi aux dernières législatives dédramatise. Pour Omar Sy, il s'agit juste d'une agitation politique et ça n'ira pas plus loin. Omar Sy était l'invité d'RFM Matin. Il faut mettre ça sous le compte du discours politique. Le président Abdou Mbow qui l'a annoncé, c'est pertinemment qu'il n'a pas les moyens de faire prospérer cette volonté. Pour deux raisons. La première, je suis presque sûr qu'il ne pourra même pas avoir la majorité pour faire tomber le gouvernement. Deuxièmement, il oublie que le président a un pouvoir que lui confère la Constitution, notamment l'article 52. Qui lui permet, quand il aura constaté que des institutions de la République, entre autres, sont en tout cas dans une situation de crise, de prendre ses responsabilités et de mettre un coup d'arrêt à ce processus, parce que cette disposition lui permet de prendre toute mesure pour rétablir le fonctionnement des institutions. Et de ce point de vue-là, moi je pense que cette annonce n'est qu'une annonce, j'allais dire, d'effet politique, mais en réalité, ni par son groupe parlementaire, ni par les dispositions de la Constitution, cette volonté ne saurait prospérer. À 12h06, nous reparlons également de la position du Premier ministre Ousmane Sonko sur la question palestinienne.
Position exprimée la semaine dernière lors d'une manifestation de soutien au peuple palestinien qui pourrait ne pas plaire à Israël. Des spécialistes en relations internationales analysent la déclaration du chef du gouvernement. Ils évoquent de possibles représailles sur le plan diplomatique. C'est un dossier signé Nafissatou Sila. Des propos sur Israël, soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Ousmane Sonko n'a pas fait du mi-figue mi-raisin. Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales, valide cette marque de solidarité, même si des conséquences peuvent découler de cette position du Premier ministre. Israël n'a jamais joui d'une réputation internationale et ouverte, excepté dans les pays occidentaux, les États-Unis et un certain nombre d'alliés. Mais sur les pays tiers-mondistes et même les pays qui ne sont pas musulmans de l'Amérique latine, Israël ne bénéficie pas d'une popularité extraordinaire. Cela à cause d'une guerre que le Premier ministre a lui-même déclenchée pour effectivement divertir sur un certain nombre de problèmes intérieurs et se maintenir au pouvoir. Donc la position du Premier ministre est une position salutaire, c'est la position qui entre dans la tradition diplomatique sénégalaise. Pour Ali Fari, on perd plus qu'on ne gagne en soutenant Israël au détriment de la Palestine. Naturellement, ça peut y avoir des conséquences entre les projets israéliens au Sénégal et la situation, surtout si on sait que Israël est intervenu dans beaucoup de projets agricoles. Mais effectivement, c'est un rapport où il faut faire le rapport cost-bénéfice, coût-bénéfice. Est-ce que ce qu'on perd en dénonçant Israël dans ce génocide-là vis-à-vis du peuple palestinien n'est-il pas moins important que ce qu'on gagne en termes de prestige, en termes de soutien et en termes d'état démocratique? Je crois que c'est effectivement ça qu'il faut calculer. Une position, certes, qui pourrait ne pas plaire à Israël et qui peut-être ne restera pas impunie. Babacar Samb, ancien ambassadeur. Ce ne serait pas étonnant de voir Israël rappeler son ambassadeur en consultation par rapport aux déclarations officielles du Premier ministre, parce que c'est une déclaration publique. Israël pourrait également faire un communiqué de désapprobation, tout simplement se contenter de ça. Par contre, le Sénégal aussi pourrait prendre ses responsabilités, Babacar Samb. Le Sénégal, en tant que pays souverain, pourrait répliquer et pourrait aussi passer à la vitesse supérieure compte tenu des pressions subies par notre gouvernement de la part des associations islamiques, des associations de droits de l'homme pour rompre ces relations ou geler les relations entre le Sénégal et Israël. Mais cela, il y a des étapes, bien entendu, ça peut être rompre tout simplement des relations économiques, restent les relations diplomatiques en attendant de voir plus clair. Dans tous les cas, selon nos spécialistes en relations internationales, le Sénégal a toujours eu une position invariable sur la cause palestinienne, mais a tout le temps su sauvegarder ses relations diplomatiques. Les relations entre Israël et le Sénégal qui sont de plus en plus fortes au-delà des programmes dans le secteur de l'agriculture, l'État hébreu finance via ses banques des projets de renforcement de notre défense nationale. Mohamed Ali Mouba. Dans le domaine de la défense, par exemple, Israël appuie le Sénégal pour l'acquisition d'armements de vedettes. Coût global du projet, 44 milliards de francs CFA sur financement de la banque israélienne Hippoalim. Entre 2023 et 2026, ce sont 6 milliards qui sont engagés en crédit de paiement. Ce n'est pas tout. Toujours dans le cadre de la défense nationale, Gaïndé 1, par exemple, notre pays devrait recevoir de Hippoalim 292 milliards de francs CFA. Une partie de l'argent a été décaissée. Prévision ajustée à hauteur de 26 milliards. Dans le cadre de la sécurité intérieure de notre pays, le ministère de l'Intérieur a signé avec le MIL Israël un accord pour le financement d'un système de radiocommunication et d'applications numériques. Un emprunt externe de 29 milliards de francs CFA. Entre le début du projet et 2025, 13 milliards sont engagés en crédit de paiement. Reste à savoir si les projets qui s'étalent dans le temps vont continuer et si les décaissements donc vont se poursuivre. Toujours est-il que Israël, depuis 2010, multiplie les accords de coopération dans des domaines aussi divers que la sécurité, les technologies, le tourisme ou encore l'agriculture. L'insécurité notée ces derniers jours préoccupe grandement le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine rassure que toutes les dispositions sont prises pour lutter farouchement contre ce fléau. Des citoyens approuvent et demandent leur implication dans cette lutte contre l'insécurité. Reportage Oumou Kalsoumli.
Alioune Ngom habite Gueule Tapée. Il profite de la brise matinale dans un coin du quartier. Lui n'a pas peur de vaquer à ses occupations et n'importe quelle heure. Selon cet homme, il faut mettre fin à ces agressions. Je pense que l'État doit faire des efforts pour mettre fin à l'insécurité ou en tout cas le sentiment d'insécurité chez les Sénégalais. La situation des récidivistes aussi, je pense qu'il faut la revoir, s'intéresser à ces gens, ces repris de justice qui déambulent dans les rues et qui reprennent le sale besogne après avoir été élargis. Tout ça, je pense, c'est à revoir. C'est une politique pénale qu'il faut réajuster. L'État du Sénégal doit travailler pour y arriver très rapidement. On est dans un quartier populaire. Devant une gargote, Mordien gare son taxi. Il doit prendre son petit déjeuner. Lui craint pour sa sécurité. Nous, les taximans, on est très exposés aux agressions. L'État ne fait rien pour nous protéger. Il n'y a pas de patrouille, il n'y a rien du tout. Nous sommes à la merci des malfaiteurs. Les gens doivent changer de comportement. Je pense qu'il faut revoir la réglementation en matière d'immigration. Pape Cissé, lui, invite la population à revoir leur comportement. Je pense qu'il faut surtout corser les règles à l'entrée. Donc sérieux, faire attention au profil des gens qui entrent au Sénégal. Pour faire face à ce phénomène qui hante le sommet des habitants, les populations souhaitent collaborer avec les forces de l'ordre afin de ramener la sérénité. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour à l'actualité politique, les députés de Benno Bokk Yakaar sont passés à l'acte. Ils viennent de déposer une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. La vice-présidente du groupe Benno Bokk Yakaar se prononce sur le communiqué du porte-parole de la présidence de la République qui dit prendre acte du rejet. Écoutons Adim Bargan Kanouté avec Mohamed Ali Mouba. La majorité dont nous disposons présentement, nous pouvons véritablement faire tomber le gouvernement. Alors donc, une autre question, c'est tout à l'heure le communiqué de la présidence qui dit prendre acte de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée du rejet du projet de loi déposé par le président de la République. Oui, le président, quand il dit qu'il prend acte, donc c'est normal, c'est dans ses prérogatives. Cela n'empêche que nous, députés, nous continuerons à faire le travail à nous dévolu par le peuple sénégalais. Nous sommes des représentants du peuple et à ce titre, rien ne nous empêche de faire correctement le travail, rien ne nous empêche de faire le travail donc, de parlementaire. Et que le président de la République cela, c'est une responsabilité, mais cela ne nous démone nullement et cela ne nous fera pas reculer. Au contraire, nous nous attendons à toute éventualité. Il l'a fait et ce n'est pas une dissolution de l'Assemblée nationale qui fera peur véritablement aux députés que nous sommes. Nous nous y attendons depuis très longtemps et nous sommes conscients d'ailleurs que cette législature-là ne dépassera pas les 2 ans. À 12h14, venons-en maintenant à cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Un homme accuse le ministre du Travail d'avoir reçu 45 tonnes de ciment en guise de cadeau après sa visite au ciment du Sahel. L'homme en question a même donné tous les détails, mais le mis en cause dément. Le ministre Yankhoba Diémé annonce même une plainte contre l'auteur de la vidéo. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Dans une affaire aussi grave que celle-là, c'est de faire dire toute la vérité et la meilleure des vérités ici dans le cadre de notre système, dans le cadre de l'état de droit, c'est la vérité judiciaire. C'est la raison pour laquelle je tenais simplement, mais sereinement, dire aux Sénégalais que nous avons le devoir de faire pour 2 raisons. La première est que cette affabulation est attentatoire à la réputation d'une autorité qui siège dans la plus haute instance. La deuxième raison est liée pas à la hauteur ou la qualité de l'auteur, mais surtout la mission à l'occasion de laquelle ces faits ont été apportés à la place publique. Une mission qui
qui relève de fortes attentes des Sénégalais, du monde du travail et même du monde du patronat. Nous avons été à Ciment du Sahel où nous avons effectué l'une des plus belles missions, les plus réussies de tout ce que nous avons envisagé. Une plainte sera faite pour la manifestation de la vérité judiciaire dans cette affaire où quand même il doit falloir mettre de l'ordre. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes une autorité publique, vous devez accepter, quelle que soit la hauteur et le niveau de la personne, lorsque les accusations aussi graves sont apportées, votre devoir est de sortir, de dire ou de démentir ou de faire votre mea culpa. Mais après tout, la meilleure vérité dans un système d'état de droit, c'est la vérité judiciaire, celle-là sera sollicitée dès aujourd'hui par une plainte qui sera déposée par nos avocats. Parce qu'aujourd'hui, la mission du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, c'est de travailler à protéger l'outil social. Et nous sommes arrivés dans une entreprise où, pendant longtemps, des difficultés étaient notées, notamment dans l'existence même des délégués du personnel. L'employeur, tout comme les candidats aujourd'hui potentiels à cette délégation, ont convenu après notre passage de devoir aller aux élections. Nous avons appris il y a un instant que le ministre Yankhoba Diémé a effectivement déposé sa plainte ce matin auprès du procureur de la République. Par ailleurs, l'auteur des accusations a fait une nouvelle vidéo pour présenter ses excuses aux mises en cause, mais le patron du ministère du Travail maintient sa plainte au lendemain du communiqué des Ciments du Sahel qui ont également démenti les propos de ce vidéaste et annoncé également le dépôt d'une plainte de leur côté. La plateforme Nailer salue l'initiative du gouvernement de faire la lumière sur l'affaire du présumé scandale à l'ONAS. Toutefois, cette plateforme appelle à la vigilance et annonce un sit-in ce vendredi. Écoutons Babacar Mbaye Ngaraf de la plateforme Nailer avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est heureux d'apprendre que le gouvernement du Sénégal a ordonné une enquête sur cette affaire ONAS. Certes, nous faisons entière confiance au ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, compte tenu des valeurs intrinsèques dont il a fait montre par le passé. Mais une souvenance des accusations gravissimes de corruption de magistrats portées par des députés du PDS sur des membres du Conseil constitutionnel ne nous rassure pas. Une commission d'enquête parlementaire a été initiée, ensuite constatée mort-née du fait de la plainte déposée par un des accusés. Depuis lors, personne, en tout cas le grand public sénégalais, ne sait le sort réservé à ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle la plateforme Nailer, tout en sursoyant pour le moment à la manifestation de sitting prévue le jour de l'ouverture de la session de l'Assemblée, continue à appeler les Sénégalais à la vigilance jusqu'à l'éclatement de cette vérité. Par ailleurs, nous estimons que la démission du ministre accusé serait un signal fort de la volonté du gouvernement à travailler en équidistance et en toute impartialité pour l'éclatement de la vérité. Parce qu'il s'agit encore une fois ici de questions de bonne gouvernance. Autre aspect de l'actualité, à Foundiougne, les femmes vendeuses de produits halieutiques expriment leur désespoir. Depuis un bon moment, elles ne font plus de bonnes affaires. Plus de clients depuis la construction du pont Nelson Mandela. Ces femmes de Foundiougne demandent des financements pour pouvoir exporter leurs produits. Dans ce reportage d'Aminata Goudiaby, ces actrices réclament un quai de pêche approprié. Comme tous les jours, de très bonne heure, ces femmes s'installent au débarcadère de Foundiougne. Certaines vendent des fruits de mer et d'autres sont dans le micro-mariage. Mais c'est la déprime ici depuis un bon moment. Fatou Diouf, vendeuse de fruits de mer. Ces femmes de Foundiougne ont besoin d'un coup de main pour se relever. Elles sollicitent des financements afin de relancer leurs activités qui marchaient bien avant l'érection du pont à péage. Nous sollicitons des financements conséquents pour disposer de marchandises en grande quantité. Maintenant que les affaires ne marchent plus comme avant, nous voulons avoir des possibilités de vendre nos fruits de mer à l'étranger, participer à des foires internationales. Nous avons sérieusement besoin d'aide. Les vendeuses de poissons frais réclament, elles, des équipements modernes. Leurs produits sont conservés dans de vieux congélateurs. Il faut y verser des glaçons pour maintenir les poissons au frais. Khadija Toufaïm est marieuse. Nous n'avons aucun équipement. C'est dans ces réfrigérateurs que nous gardons ces poissons. Souvent, on nous les vole. Les autorités doivent vraiment nous aider à avoir des chambres solaires. Foundiougne est une zone de pêche très connue où il n'y a pas de quai de pêche fixe. Et Ramatoulaye Sy, marieuse, est outrée par cette situation. Elle interpelle les autorités municipales. C'est inadmissible qu'une ville comme Foundiougne manque en quai de pêche. Les marieuses et marieurs sont très fatigués. Les autorités municipales doivent ériger un marché aux poissons ici au débarcadère.
Au débarcadère de Foundiougne, les occupants sont en majorité des femmes. Elles s'y sont établies depuis des décennies. Leurs chiffres d'affaires ont drastiquement chuté. Le pont Nelson Mandela les a privés de leurs clients. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Nafissatou Silla. Bonjour Nafissatou. Bonjour Suleiman. On commence avec le méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Une ONG internationale dénonce des atteintes aux populations et à l'environnement. En effet, Suleiman, l'ONG Climate Rights International a publié ce 2 septembre un rapport dénonçant de graves violations des droits humains et des atteintes environnementales. Ce méga-projet est développé par les compagnies françaises Total Energy et chinoises Senok. Sodacham. Le projet est pointé du doigt pour ses expropriations brutales, ses violences sexuelles sur les jeunes filles des zones environnantes, mais aussi sa pollution sévère. Selon RFI, le rapport expose un catalogue de violations graves, particulièrement sur le site de Kingfisher, l'un des sites de production pétrolière en Ouganda, où l'entreprise chinoise Senok est l'opérateur. L'autre site, Tilenga, est géré par Total Energy, un projet d'investissement total de 10 milliards de dollars avec plus de 400 puits et un éléoduc qui s'étend sur 1443 km entre le lac Albert en Ouganda et le port de Tanga en Tanzanie. Selon le rapport de l'ONG Climate Rights International, la population locale a été expulsée de force et sans préavis par l'armée ougandaise et souvent sans compensation financière. En réponse à ces accusations, des procédures judiciaires sont en cours en France pour obtenir réparation des préjudices subis par les populations locales. Une action civile a été lancée par 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises, tandis qu'une plainte au pénal a été déposée par des associations comme Darwin Climax et Sea Shepherd France. En réponse aux critiques, Total Energy a annoncé le lancement d'une mission d'évaluation en janvier pour réévaluer son programme de relocalisation et de compensation en Ouganda et en Tanzanie. En République démocratique du Congo, les autorités annoncent au moins 129 morts dans une tentative d'évasion dans une prison de Kinshasa. Une tentative d'évasion qui a mal tourné et qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison de Makala de Kinshasa. Les autorités ont livré ce premier bilan et selon le ministre de l'Intérieur, 24 personnes parmi les 129 annoncées sont mortes par balle. Makumba Bey. 129 personnes sont mortes ce lundi matin à Kinshasa dans une prison. Cela fait suite à une tentative d'évasion de la prison de Makala. Aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper. Ceux qui voulaient fuir ont été tués. 24 parmi eux par balle selon RFI. 59 personnes sont blessées lors des événements. La situation est cependant sous contrôle ce mardi selon le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Chabani Louko a fait savoir qu'un incendie s'est déclaré sur le site et a touché un bâtiment administratif, les dépôts de nourriture et un hôpital. L'opposition et la société civile exigent une enquête exhaustive pour savoir comment autant de personnes ont pu périr. La révolte des prisonniers est motivée par la mort d'un des leurs. Une prison qui était construite pour accueillir 1500 détenus, mais à la fin elle reçoit 10 fois plus, c'est-à-dire 15 000 personnes. Et puis, Suleiman au Nigeria, Amnesty International dénonce les procès de manifestants accusés de trahison. Au moins une trentaine de personnes ont été présentées ce lundi devant la justice. Elles ont été arrêtées durant les manifestations organisées début août contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance. Ces manifestants ont appris que leur procès était renvoyé au 11 septembre prochain. Les manifestations s'étaient principalement déroulées à Abuja, la capitale fédérale, mais des procès sont aussi prévus à Kano, Kaduna ou encore dans l'état de Gombe. Suleiman. Autre aspect de l'actualité internationale, notamment en Afrique, l'Afrique du Sud et la Chine veulent renforcer leur coopération. Le président Xi Jinping a reçu son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur leur collaboration. Ils ont échangé sur leur volonté de renforcer cette collaboration à l'avenir. Le président chinois Xi Jinping a déclaré vouloir poursuivre leurs efforts de modernisation, la promotion de la coopération sino-africaine et leurs aspirations à améliorer la gestion des affaires internationales, et ce, sans être
influencée par les changements observés sur la scène politique internationale. Une main tendue de l'Afrique du Sud acceptée par la Chine. Le président Cyril Ramaphosa a confirmé l'importance de la solidarité, l'importance de ces échanges et la solidité politique. Des échanges sont aussi menés entre la Chine et les autres dirigeants africains au cours du forum de coopération sino-africain. Cette 9e édition est prévue à Pékin ces 4, 5 et 6 septembre. Souleymane, et c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci Nafissatou Silla. RFI Sport. À présent, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. La tanière a reçu de nouvelles arrivées. De nouvelles arrivées ce matin pour donc venir renforcer le groupe de Aliou Cissé. Hier, ils étaient 12 seulement à participer à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. La deuxième séance est prévue cet après-midi. Occasion pour la presse de faire le point sur les arrivées, mais à savoir, à noter que Nicolas Jackson, Lamine Camara, mais également Ismaël Sarr sont arrivés ce matin dans la tanière pour donc préparer ce match qui va donc opposer le Sénégal au Burkina Faso le vendredi 6 septembre prochain. Match qui entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Après cette rencontre, le Sénégal va aller au Burundi pour défier cette équipe du Burundi. Donc, ce sera la deuxième journée. Séance prévue à 17h à l'annexe du stade de Diamniadio. Beach soccer, le Sénégal va jouer en amical contre la Mauritanie. Pour bien préparer la prochaine Coupe d'Afrique du football de plage, Mohamed Samb, responsable du football spécifique, a annoncé que l'équipe nationale du Sénégal va jouer des rencontres amicales internationales de préparation contre la Mauritanie. Il est avec Solechan. Effectivement, les Lus, ils ont annulé le tournoi à une date ultérieure. En lieu et place, nous avons pu décrocher 2 matchs amicaux contre la Mauritanie à Nouakchott les 11 et 13 septembre à Nouakchott, ce qui nous permettra en tout cas d'être toujours dans la logique de préparation de la Coupe d'Afrique Égypte 2024. Et le choix de la Mauritanie, pour moi, c'est un bon choix parce que la Mauritanie aussi, c'est une bonne équipe. Nous les avons joués déjà 2 fois à Dakar. C'est une équipe qui s'est qualifiée pour la première fois en Coupe d'Afrique. Donc je pense que c'est un bon choix pour l'entraîneur. Et en tout cas, ça nous permettra d'être toujours dans cette logique de préparation de Coupe d'Afrique. Nous allons finir avec le basketball pour parler de l'afro-basket des U18 féminins et masculins. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, pour le compte du groupe B, à partir de 13h, Maroc contre la Zambie chez les dames. Le Mali joue contre l'Angola à partir de 18h chez les hommes. Ce sera donc demain avec le Mali qui joue à 15h30 contre le Sénégal dans la poule B. À 13h, l'Angola fera face à l'Ouganda. L'Égypte jouera contre le Nigeria. Souleymane. Merci, Malal Junior Diagne. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'INAC, lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, est-ce vraiment une création du nouveau régime? En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale et son collègue des forces armées se l'approprient. Seulement, ce sont les l'INEC, lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité de Kaffrine et Sédhiou sous une autre appellation. Est-ce la nouvelle démarche des nouvelles autorités pour marquer la rupture? Réponse dans ce dossier ficelé par Koumba Sadiane Faye. Création d'INAC, lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. C'est ce qu'on peut lire sur un communiqué conjoint signé ministre de l'Éducation nationale et ministre des Forces armées. Création, définition inventée, tirée du néant. Sauf que dès l'annonce de ces l'INAC, cela renvoie directement au l'INEC, projet de l'ancien régime à Sédhiou et Kaffrine depuis 4 ans. Pour ces deux ministres, selon qui ces l'INAC demeure une initiative ambitieuse dont le socle est l'éducation aux valeurs qui marquerait une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la société éducative. Société éducative, ah oui, ce terme est bien une invention de l'actuelle équipe du ministère de l'Éducation nationale. Sauf qu'on ne pourrait pas dire autant pour ces l'INAC qui ne sont en réalité que les deux, l'INEC de Kaffrine et de Sédhiou, qui étaient presque achevés avant la chute de l'ancien régime avec un taux d'exécution des travaux à plus de 80% et qui devrait même être fonctionnel en janvier dernier. La
preuve les deux ministères qui se sont appropriés ce projet en parlant de création. Informons que ces lycées vont ouvrir leurs portes dès l'année scolaire 2024-2025 et que même les concours d'entrée des élèves seront lancés dès ce début du mois de septembre. Certains diront que l'État, c'est la continuité, oui, mais pourquoi ça passe de l'INEC au LENAC? Ce n'est pas le changement de l'intitulé qui pourrait poser problème. Mais pourquoi le nouveau ministre, en collaboration avec son homologue des forces armées, se l'approprie? Les LENEC étaient construits avec toutes les commodités. Ils avaient une capacité d'accueil de 600 élèves en régime d'internat mixé et devraient coûter près de 16 milliards de francs CFA. Construction et équipement. Qu'est-ce que le nouveau régime a changé? Outre le nom, le document conjoint parle d'éducation aux valeurs. La priorité n'est-elle pas ailleurs au vu des mots gangrénant l'école sénégalaise? Grève, violence scolaire, abri provisoire, abandon scolaire, bref. Ne faudrait-il pas généraliser la qualité et la rigueur de l'armée dans tout le système? Aujourd'hui, école, armée, à quoi doit-on s'attendre encore demain pour changer en nom? Évitons peut-être d'inaugurer le projet de l'autre. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Suppression du ACCT et du ICS, Diomaye débouté à l'Assemblée nationale. Bassirou mise et perd son pari devant Beno qui le renvoie dans les cordes. Les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté donc le projet du président. Pour ça, il s'agit ni plus ni moins que d'un désaveu, une gifle offensante. L'observateur résume l'humiliation en deux mots. Barreau d'honneur. La majorité qui n'a pas tremblé hier, 83 voix contre 80 pour. Beno qui assimile le projet en coup politique du président cible la DPJ et les fonds politique. Commençons par là, avant d'en arriver au ACCT et au CS, plaident les députés. Walfatri pointe en tout cas un camouflet pour le nouveau pouvoir. Et pour y arriver, Beno a reçu les voix de Marie Touyan, de Réumi et de Alassane Ndoye de Wallou, souligne Vox Populi. Elles ont sauvé Beno, informe les Échos. Des débats très chauds à l'Assemblée nationale de 11h à 22h. L'horloge a tourné hier. Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le gouvernement va tirer toutes les conséquences de ce rejet. Aïb Dafé, le président du groupe parlementaire des USKNUI, va plus loin. Le président devrait, selon lui, limoger les présidents des deux institutions et provoquer rapidement un référendum. Avant d'en arriver là, Beno, très en colère, va déposer une motion de censure. Selon Vox Populi, la majorité veut faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Après avoir rejeté le projet de loi, Beno va déposer donc cette motion de censure dès aujourd'hui. Par ailleurs, la loi devant modifier le règlement intérieur promulgué par le président de la République, Ousmane Sonko, de gré ou de force donc se présentera à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours, croit savoir le journal Les Échos. Pour l'I quotidien, en provoquant Beno et ses députés, Diomaye met Sonko en danger qui pourrait être renvoyé par les députés. Le projet est rejeté dans une ambiance électrique. Source rapporte sans attendre quelques empoignades. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons appris l'existence de ce projet de loi et cela est un manque de respect que nous ne pouvons pas tolérer, s'indigne beaucoup d'élus de Benno Bokk Yakaar. Ce qui s'est passé est un précédent dangereux pour quelqu'un qui a appelé à la rupture. Il a fait pire, dit Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis. C'est Diouf de relever. Quand je ne suis pas digne de recevoir la déclaration de politique générale, eh bien, je ne peux pas être digne pour réviser la Constitution. Nafissatou Diallo du PDS dit ajouter ce qui suit. Je n'approuve pas le procédé du chef de l'État, Aminata Gueye de Benno Bokk Yakaar, de relever à son tour. Nous avons été traités avec mépris, avec irrespect. Et réponse du ministre de la Justice Ousmane Diagne, désolé, ça ne s'est pas passé comme ça. Le projet de loi a été déposé le même jour à 18h au niveau de l'Assemblée nationale et le public en a été informé à 22h. Les autorités tireront donc toutes les conséquences en cas de rejet. Ce qui a été fait. De bêtises du journal Le Quotidien de dire que nous avions tous pensé entrer dans une ère de calme grâce à un pouvoir plébiscité par son peuple. Le peuple sénégalais est d'ordinaire crédule. Il va dans la direction que ses dirigeants le poussent. Il leur donne le temps de faire les preuves. Mais depuis 5 mois, on découvre que le Sénégalais nouveau n'est plus aussi crédule et n'avale plus n'importe quoi. Et surtout, il ne prend plus position aveuglément dans des querelles politiciennes. Le pouvoir actuel devra donc apprendre rapidement à ajuster son discours. Parallèlement, Macky Sall acte la rupture avec Benno Bokk Yakaar. L'ancien président Macky Sall demande de réinventer la coalition pour mieux répondre aux défis de l'heure. Pour Enquête, Macky dissout Benno, mais Macky acte la mort de la coalition qu'il a accompagnée durant ses 12 ans passés à la tête du pays. Bës Bi Le Jour parle de repositionnement électoral.
Enquête sur les secteurs du secondaire et du tertiaire, le climat des affaires qui se dégrade au Sénégal. Le journal Le Quotidien relève que dans les sous-secteurs de l'industrie, du bâtiment et travaux publics, des services, beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés à d'énormes difficultés au cours du mois de juin 2024, ce qui traduit un environnement des affaires peu favorable, dégradé d'après la direction de la prévision et des études économiques. Immigration irrégulière, plus de 174 migrants pourraient être refoulés au Sénégal. L'Espagne donc qui va ramener des Pakistanais partout du Sénégal. Le journal Buzz Le Jour note que l'immigration irrégulière devient de plus en plus compliquée à gérer pour les Espagnols. Un nouveau profil d'ailleurs s'est manifesté dans les embarcations. Il s'agit de Pakistanais et d'autres nationalités inhabituelles qui ont embarqué à partir du Sénégal à bord d'une pirogue de 174 migrants. Les autorités espagnoles ont décidé de les refouler sur le sol sénégalais, mais pour des raisons d'enquête. Et puis, un phénomène qui hante le sommeil des habitants de Pékin-Ouest, la série de vols de compteurs d'eau. Le journal note qu'ils sont plus d'une cinquantaine de victimes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Elles ont porté plainte au commissariat d'arrondissement de Pékin et porté des réclamations au niveau de l'agence de Pékin de la CNO. Oui, enquête est allée vérifier au niveau de la police de Pékin où un nombre important de plaintes pour vol de compteurs y est déposé. Du côté de l'agence de la CNO de Pékin, c'est la loi de l'omerta. Personne ne veut se prononcer sur la question, même si des personnes avouent l'existence des vols, mais sans donner le minimum d'informations. Les victimes préviennent qu'elles vont se constituer en collectif pour faire valoir leurs droits. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue au lendemain du rejet par une majorité à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution en vue de dissoudre le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Quelles conséquences de droit ou autres conséquences peuvent découler de ce rejet à la lumière des derniers développements dont on reparlera tout à l'heure? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons deux intervenants aujourd'hui. J'ai nommé Babacar Dione, journaliste, analyste politique et directeur de publication de l'I Quotidien. Bonjour Babacar. Bonjour Soleiman. Nous sommes également avec Hassan Sek, chargé d'enseignement dans les universités. Bonjour Hassan. Bonjour Soleiman. Bien évidemment, je voudrais d'abord vous faire réagir au communiqué du ministre conseiller porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly, qui porte sur la réaction du président de la République après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, et notamment sur le dernier paragraphe. Je cite: le président de la République prend acte de la décision des députés de la majorité et réaffirme son engagement à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles essentiel au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs. Fin de citation. Babacar Dione, que lire sur ces lignes et entre les lignes? Merci. Non, je crois quand même que ce qui se passe aujourd'hui avec l'IAI, en tout cas le président Diomaye, c'est qu'il n'accepte pas que l'Assemblée nationale ait un pouvoir qui n'est pas une institution comme par exemple l'exécutif. L'exécutif a un pouvoir, l'Assemblée est un pouvoir. Dès lors qu'il s'accepte qu'il y a une rupture entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, il devrait comprendre que les députés puissent avoir un autre point de vue différent du point de vue de l'exécutif. Donc ils ont amené un projet de loi tendant à modifier la Constitution. Ce projet de loi a été rejeté par les députés. Je crois que la moindre des choses que l'exécutif devrait faire, c'est d'accepter qu'il y a quand même un pouvoir différent et autonome de l'exécutif. Mais pourquoi? Parce que je l'ai entendu hier dans les déclarations des uns et des autres, qu'ils disent que on a voté pour l'exécutif, pour le président Diomaye avec 54% le 24 mars dernier. Mais on avait également voté à l'issue d'élections législatives en 2022 pour une majorité parlementaire de Benno. Dès lors qu'il y a une majorité parlementaire de Benno, je crois qu'il devait accepter cette loi.
Mais justement, Babacar, c'est ce que semble faire le président de la République dans ce communiqué en disant qu'il prend acte et qu'il s'engage à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles essentielles au jeu démocratique et à l'équilibre du pouvoir. C'est des rappels quand même qui tendent à faire penser que le président de la République non seulement accepte la décision de la majorité hier, mais réaffirme justement l'indépendance de cette institution qui est l'Assemblée nationale et il s'engage même à œuvrer au renforcement de l'expression plurielle. Mais dans la phase précédente, oui, comme dans les déclarations qui ont été faites hier, ils disent que la majorité des Sénégalais acceptent l'élection de Bassirou Diomaye et les changements qu'il a promis aux Sénégalais. Donc, entre les lignes, on peut comprendre que le président Diomaye pense que l'Assemblée devrait suivre cette option de la population sénégalaise qui a voté en majorité pour le président Diomaye aux élections du 24 mars. Alors, vous faites bien de citer ce paragraphe, le paragraphe précédent, où effectivement le communiqué dit que le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution visant à la dissolution du HCCT et du 16 renseigne à suffisance, je cite, s'il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Babacar, si vous permettez, je vais introduire Assane Seck justement sur cette ambivalence. Est-ce que le président de la République souffle le chaud et le froid et dit une chose et son contraire? Comment vous réagissez, comment vous analysez justement ces deux paragraphes du communiqué? Oui, merci beaucoup Souleymane. Moi je pense que je ne partage pas tellement l'avis de mon co-débatteur, de Babacar, de mon grand frère Babacar, sur le fait que effectivement le communiqué de Ousseynou Ly pourrait lui paraître comme par exemple quelque chose qui va à l'encontre peut-être du comportement des députés de Benno. Mais je considère tout simplement que ça soit Benno, que ça soit du côté de Yewwi Askan Wi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un signe de vitalité démocratique. Et je pense que c'est ce qui est confirmé à travers véritablement le communiqué du président de la République. Maintenant, il est évident que ce qui est à l'origine de tout cela, c'est véritablement ce qui est derrière ça. S'il faut essayer d'analyser tout ce qui peut être derrière, toutes les motivations qui sont derrière peut-être ces actes qui sont posés, mais on pourrait considérer qu'effectivement, cela ne correspond pas réellement avec véritablement ce qui a été dit dans le communiqué. Parce que tout simplement, si on approfondit l'analyse, on pourrait considérer qu'effectivement, il y a une certaine ambivalence dans les déclarations. Chacun prend l'aspect qui l'intéresse. Les plus optimistes pourraient penser que dans le dernier paragraphe, le président semble même calmer les esprits et exclure d'une certaine manière le bras de fer, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ne le disent pas clairement, mais c'est quelque chose qu'on pourrait entendre dans ce paragraphe-là, puisqu'il s'engage à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles, en précisant que ces positions politiques plurielles sont, en tout cas cette expression des positions est essentielle au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs. Mais absolument, Souleymane, parce que je pense qu'il ne faut même pas qu'on s'arrête simplement au communiqué du président de la République. La réponse hier du ministre de la Justice, de Ousmane Diagne, de son Excellence Ousmane Diagne, mais ça veut dire ce que cela veut dire, tout simplement. Parce que quand il dit que tout simplement nous en tirons toutes les conséquences, mais il est évident qu'effectivement, les conséquences, les effets, ce sont véritablement la dissolution. Aujourd'hui, le comportement de Benno aujourd'hui sur la notion de censure qui est en train d'être préparée avec ce qu'a dit Adjim Bergane ce matin, mais ça veut dire que aussi, ça a tout son sens. Je pense qu'on est dans le réel politique, pour ne pas dire on est dans le réel politique, c'est-à-dire le vraiment politique, parce que chacun essaie de mettre en place une stratégie. Et moi, je considère que dans toute cette affaire-là,
il n'y a pas un problème, ni du point de vue juridique, parce qu'aucun texte n'a été violé, ni du point de vue politique. Du point de vue politique, je pense qu'il faut rappeler aussi les termes de David Eston, qui considère que la politique, c'est une articulation d'intérêts. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu d'intérêt qui est posé. Et c'est une articulation d'intérêts qui transparaît à travers un certain nombre de stratégies qui est développée de part et d'autre. Je pense que c'est ce qui est fait. Maintenant, moi, en tant qu'analyste, cela ne me gêne pas du tout. Cela ne me dérange pas parce que je considère que tant que les actes qui sont posés sont en conformité avec la loi, avec le droit, il n'y a pas de problème. Il y a juste qu'effectivement, nous avons affaire à des politiciens qui mettent en place des stratégies et qui développent, n'est-ce pas, des tactiques et des plans d'action. Je pense que chacun il va avec comment préserver un certain nombre de choses dans la perspective des élections législatives. N'est-ce pas? Continuons d'élargir le focus un peu et la perspective. Babacar Dione, Assane Seck évoquait tout à l'heure justement cette petite phrase du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a dit aux députés, quelle que soit la décision que vous prendrez, nous, l'exécutif, nous en tirerons toutes les conséquences. Comment vous avez entendu cela et comment analysez-vous les tout derniers développements, c'est-à-dire le maintien quand même du dépôt de la motion de censure par les députés de la majorité parlementaire autour de Benno Bokk Yakaar, de quoi demain sera fait à l'Assemblée nationale et dans les relations entre les institutions avant une éventuelle dissolution, le cas échéant? Oui, je crois que ce qui s'est passé hier, c'est une raison, en tout cas, pour l'exécutif de trouver les moyens de dissolution de l'Assemblée. Donc, c'est ça qu'on a constaté un peu à travers les déclarations d'Ousmane Diagne, et même dans la lettre du président du Diomaye. Ce que je comprends un peu, ils sont en train de donner tort à Benno Bokk Yakaar, qui n'a pas voulu être donc dans la même phase que l'exécutif, qui voudrait donc un peu dissoudre certaines institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, ils vont utiliser ces mêmes arguments par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, ils se préparent à ça, même si on sait qu'il y a quelques obstacles, parce que quand même, par rapport à l'élection législative, quand est-ce que ça va avoir... Et aujourd'hui, ils n'ont qu'à s'en vouloir à eux-mêmes. Moi, en tout cas, je trouve inopportune cette décision d'amener un projet de loi à l'Assemblée nationale. Parce que l'exécutif savait pertinemment que les députés de Benno Bokk Yakaar étaient majoritaires et que ça allait être compliqué pour que ça passe. Mais ils ont voulu jouer sur ce projet de loi, sur les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, pour mettre les populations à témoin, pour les prendre à témoin et leur dire que voilà, nous, on veut changer les choses. Et voilà qu'il y a donc une majorité de Benno Bokk Yakaar qui s'y oppose. Parce qu'il faut voir également les réactions de part et d'autre au niveau de l'équipe PASTEF. Tous les jeunes, en tout cas ceux qui interviennent dans les réseaux sociaux, ils commencent à dire qu'il faut dissoudre cette Assemblée nationale. Donc je crois que c'est cette bataille d'opinion-là qui a été recherchée dans le dépôt de ce projet de loi. Et maintenant, ils se disent qu'ils ont les raisons valables pour donc dissoudre cette Assemblée nationale qui est là que pour ses propres intérêts, parce qu'ils sont en train de continuer à protéger au Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique. Même si quelque part, dans les raisons données par Yewwi, moi je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas comprendre que le HCCT puisse être là depuis combien de temps et qu'il y ait une grève des agents des collectivités territoriales depuis 2 ans en grève sans qu'une solution ne puisse être trouvée. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à un régime qui vient et qui dit que ces institutions-là ne me plaisent pas. Je ne voudrais pas avoir ces institutions-là. Abdoulaye Wade l'a fait, d'autres Macky Sall l'avaient fait. Pourquoi ils ne le feraient pas? Mais en réalité, ce ne sont pas leurs intentions. Leur intention, c'est de trouver un prétexte au niveau des populations pour pouvoir dissoudre et peut-être discréditer Benno Bokk Yakaar. Et comme ça, ça va leur permettre de gagner un peu plus les élections qui vont venir. Merci. Babacar Dione, journaliste, analyste politique et directeur de publication de l'I Quotidien. Je termine avec vous, Assane Seck, chargé d'enseignement dans les universités. Quelles sont vos anticipations? Il y a 2 grands scénarios possibles. Il y a dissolution ou pas dissolution.
dans l'un et l'autre cas, quelles peuvent être les conséquences dans la vie institutionnelle et sur d'autres aspects de la vie de notre nation, d'après vous? Oui, Souleymane, je pense que ce processus qui est entamé aujourd'hui, il faut le voir sur deux plans. Au plan juridique, effectivement, il peut y avoir un problème au niveau de si on s'en fie à la stabilité véritablement des institutions. Parce que je pense que l'instabilité institutionnelle de ce point de vue-là ne date pas d'aujourd'hui, parce que le Conseil économique avait été créé depuis, par une loi de 61, par la loi de 61-52 en 1961 déjà, et remis en état déjà constitutionnalisé en 63, ensuite Abdoulaye Wade est revenu, ainsi de suite. Il y a eu tout un processus historique qui a fait que c'est des institutions qui n'ont jamais été stables. En réalité, parce que c'est des institutions, effectivement, qui ne constituent pas véritablement la charpente véritablement de l'État. Si on considère l'État, parce que l'État, sa charpente repose fondamentalement sur ces trois pouvoirs-là institutionnalisés, le pouvoir judiciaire, l'exécutif et le pouvoir législatif. Mais les autres institutions qu'on a créées tout autour de ces pouvoirs-là, c'est toujours des institutions qui émanent de la volonté d'un chef de l'État qui vient d'arriver. Et que donc, effectivement, on peut comprendre cela comme une instabilité institutionnelle qui ouvre droit à tout un chacun de devoir manipuler notre constitution à sa guise et de pouvoir se doter d'institutions, même si on sait que effectivement c'est des institutions qui, budgétivores ou pas, mais en tout cas ne répondent pas réellement à ce qu'on attendait, parce qu'il faut voir que effectivement, ce que Babacar vient de dire est important parce que le HCCT, on ne sait pas à quoi ça sert. Moi, réellement, je ne sais pas. J'ai beaucoup analysé, j'ai essayé de voir ce qui se passe dans ces différentes commissions, ces 11 commissions, mais je ne sais pas. Je ne peux pas le comprendre. Le Conseil économique et social aussi, mais pareil aussi. Il faut voir que aussi les avis économiques et les rapports, effectivement, il n'y a pas un impact réel véritablement dans la vie de la nation pour ces institutions-là. Parce qu'effectivement, tous les pouvoirs dans ce domaine-là sont concentrés entre les mains de l'exécutif. Assane Seck, je suis désolé, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Nous poursuivrons ce débat en Wolof tout à l'heure dans l'édition en Wolof de ce grand journal. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce mini-débat et rendez-vous dans moins d'une heure pour la suite. Pour l'instant, il est 12h52 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Boubacar Dieng, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Maïssa Mbaye au digital. À la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes. Au revoir.